Le secret que je m'en vais partager avec toi dans cette vidéo m'a permis d'épargner plusieurs centaines de milliers d'euros à plusieurs moments dans ma vie. Il s'agit en réalité, d'après moi, de la principale raison qui maintient beaucoup d'entre nous dans la pauvreté. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, dans leur vie, malgré tout l'argent qu'ils ont pu recevoir à un certain moment, se retrouvent finalement près de la faillite? Je ne sais pas pour toi, mais moi je connais pas mal d'oncles, de tantes, de tontons, tatas autour de moi comme ça, qui ont eu des moments de gloire dans leur vie et qui malheureusement aujourd'hui se retrouvent dans la galère. Des personnes qui ont été cadres supérieurs, directeurs, qui avaient même des business qui fonctionnaient bien, mais qui au final se sont retrouvés sans rien. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que toi à ton niveau, malgré tout l'argent que tu as pu gagner dans tes différents jobs ou salaires jusqu'à présent, tu n'es pas grand-chose dans ton compte en banque? C'est quand j'ai compris le secret que je vais te révéler aujourd'hui que ma vie financière a complètement basculé et je suis passé de l'autre côté. Donc cette vidéo, si tu l'écoutes attentivement, peut faire une réelle différence aussi dans ta vie. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, créer des business qui vont te générer de l'argent et obtenir ton indépendance financière, alors tu es au bon endroit et tu dois faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celles-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est la première chaîne business dédiée à la communauté afro. Tu auras donc ici les meilleurs conseils, astuces, interviews d'entrepreneurs. Tout ceci pour te bâtir. Puis la deuxième chose, c'est un cadeau. Si tu es nouveau ici, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Et puis si tu es nouveau ici, n'hésite pas à aller sur notre site investiraupayes.com histoire de voir l'ensemble des choses que l'on propose. Nous sommes tous des êtres humains. Et donc, de fait, nous avons tous finalement un certain nombre de choses qui nous regroupent. Parlons par exemple de la psychologie. Il existe en psychologie quelque chose que l'on appelle le besoin de validation. C'est un élément super important. En réalité, le besoin de validation, c'est le besoin que chaque être humain finalement a de se sentir accepté, validé par sa communauté. Et donc, ce besoin-là, quand il n'est pas bien géré, quand il est poussé à l'extrême, entraîne des dérives très grandes, surtout dans une société de surconsommation comme la nôtre. C'est le besoin de validation qui nous pousse la plupart du temps à poser un certain nombre d'actes. Par exemple, quand ton copain, ta copine achète une nouvelle voiture, qu'est-ce que ça provoque en toi? Généralement, tu te dis « Waouh, il faut que je m'achète aussi une voiture. Qu'est-ce que j'attends depuis lors ?» Quand ton copain, ta copine achète un nouvel appartement ou devient propriétaire de son appartement, qu'est-ce que ça provoque chez toi? Tu te dis, waouh, moi aussi, il faut que je devienne propriétaire. Tout le monde est en train de devenir propriétaire autour de moi. Qu'est-ce que j'attends? Un des endroits où on le voit très bien, c'est le domaine du mariage. Quand vous atteignez un certain âge, il y a comme une pression populaire qui tend à vous demander de vous marier. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que tu attends? Et d'ailleurs, il y a des personnes qui disent ça. Waouh, j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 35 ans, je ne suis pas marié. Qu'est-ce qui ne marche pas chez moi? Je suis en train de rater ma vie, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que l'on arrive à raisonner ainsi? Parce qu'il y a autour de nous un certain nombre de personnes qui agissent d'une certaine manière et pour se sentir validés, on a le besoin, nous aussi à notre niveau, d'aller faire la même chose que ces personnes-là. Le besoin de validation est un besoin très fort et tu le ressens depuis l'enfance. Pourquoi est-ce que certains enfants sont par exemple mis de côté ou maltraités à l'école? Pourquoi est-ce que certains enfants, quand ils arrivent à l'école, acceptent de donner leur goûter et de ne pas manger à certains petits brigands dans la cour d'école? Parce qu'ils veulent être cool. Ils veulent aussi être acceptés des autres et ils se disent que le prix à payer pour eux, c'est d'obéir aux ordres du brigand, du gangster de l'école. Donc en fait, il y a toujours chez l'être humain ce besoin-là d'être validé et accepté par les autres. Le problème, c'est que ce besoin-là justement peut nous emmener dans de très grosses difficultés, notamment au niveau financier. Parce qu'il va malheureusement nous pousser à vouloir justement faire ce que les gens font autour de nous, indépendamment de notre situation personnelle. Voilà pourquoi est-ce que tu vas voir qu'on a tendance à être totalement déraisonnable quand il s'agit de faire certains achats. Une fille va aller dépenser une somme astronomique pour s'acheter des mèches parce qu'elle veut paraître cool,
comme les autres filles de sa génération, alors qu'elle, quand elle regarde ses revenus, en réalité, le prix de ces mèches-là représente la moitié ou les 2/3 de son salaire. Donc en réalité, elle n'était pas réellement faite pour pouvoir se permettre d'acheter cela. C'est quelque chose avec lequel moi-même j'ai vécu et j'ai grandi. Je me rappellerai toujours de cet épisode-là quand je venais d'avoir mon baccalauréat. J'ai eu une somme de 50 000 francs d'un oncle qui me félicitait avec cet argent-là. Mais pour impressionner un de mes potes, tocard que j'étais, je suis allé prendre cet argent-là pour m'acheter un jean baggy. Parce que mon pote ne cessait de me dire à l'époque, ouais, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne vaux rien. Et je savais qu'il était fan des jeans et des baggy. Et donc pour lui montrer que je valais quelque chose et que je pouvais moi aussi faire quelque chose, eh bien, l'ensemble de mes économies, je suis allé les gaspiller pour acheter un jean baggy qui ne me plaisait pas, que je n'aimais pas du tout. Et pourtant, quand je le portais et je voyais comment il était admiratif de moi, eh bien, ça me suffisait en réalité. Et donc, j'ai commencé à vivre, comme beaucoup d'entre nous, je pense, au travers du regard de ce que les autres allaient penser de moi. Voilà comment est-ce que l'on a quasiment tous grandi. Et ça, justement, c'est super dangereux quand on arrive au domaine des finances. Et si tu veux devenir quelqu'un qui va être financièrement indépendant, il va falloir que tu aies la maturité émotionnelle. Et c'est bizarre, n'est-ce pas, que l'on soit à parler de maturité émotionnelle pour parler d'argent, mais en fait, ils sont très liés. Comment est-ce que moi, donc, j'ai fait pour pouvoir épargner de très grandes sommes d'argent? Eh bien, il a fallu que je devienne clairement mature émotionnellement et que je passe au-dessus de ce que les gens allaient dire. J'ai subi tellement de railleries. Je t'explique un peu mon histoire si tu ne la connais pas encore. Quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur et que je suis devenu salarié, je touchais 2 000 euros. Il faut préciser que j'habitais une chambre d'étudiant que je payais à ce moment-là, je crois, à 320 euros de loyer par mois. Alors, dans cette résidence étudiante, tous les ans, le loyer était revu un tout petit peu. Et donc, je pense qu'au bout de 4-5 ans, on était quasiment à 400 euros de loyer. Ils ont vraiment augmenté le loyer au fil des années. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est arrivé dans cette résidence étudiante, moi et d'autres potes, on était tous étudiants, d'accord? On était tous à moins 1 année, 2 années maximum de la fin de nos études. Donc, on s'est retrouvés là, super potes, très contents, on vivait bien ensemble dans la résidence, comme on aimait bien l'appeler. Et donc, dans cette résidence-là, nous avons eu nos premiers jobs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce que tu peux bien évidemment imaginer. Dès que les gens ont eu les premiers jobs, le premier réflexe a été de bon, il faut déménager. Les premiers ont commencé à déménager très tôt. À peine on avait eu nos premiers boulots, les premiers ont commencé à quitter la résidence parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient plus à leur place dans une résidence étudiante. Bon, moi je suis resté dans la résidence étudiante bien évidemment parce que je voulais appliquer un conseil de mon père qui m'a été très utile, dans lequel il m'avait dit simplement, quand tu as fini tes études, maintiens ton rythme de vie étudiant pendant à minima 1 à 2 ans. Et donc, bien évidemment, moi je suis resté dans cette résidence étudiante, mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu de la part de mes potes avec qui ont passé du bon temps dans la résidence? Une fois qu'ils ont quitté la résidence, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Oh, tu es trop chiche. Oh, franchement, on n'a jamais vu ça. Tu aimes trop l'argent. Qu'est-ce que tu fous encore là-bas? C'est pas sérieux. Certains m'ont même culpabilisé. Franchement, tu es en train d'occuper la place d'un étudiant. Il faut que tu sortes de la résidence. C'est pas normal. Il faut que tu ailles habiter dans un appartement différent. Qu'est-ce que tu fais de tout ton argent? Ainsi de suite, ainsi de suite. Autant de railleries. Tu vois, quand je te l'ai dit comme ça semble n'être rien, tu vois. Mais à un moment donné, quand tu entends quand même ce genre de phrases, chez quasiment tout le monde à ton endroit, tu peux quand même être amené à te demander si c'est toi qui n'es pas sur le bon chemin en réalité. Moi, cette période-là, pourtant, c'était une période dans laquelle je mettais énormément de sous de côté. Il faut juste réaliser que quand je vivais dans la résidence étudiante, je parvenais à mettre minimum 1 000 euros de côté. Et c'est là que j'ai appris un principe financier très important. Ce n'est pas combien tu gagnes qui est important, c'est combien tu parviens à mettre de côté à la fin du mois qui est important. C'est ça qui est réellement important. Et donc, je voyais des gens qui gagnaient même plus que moi, mais qui ne parvenaient pas à mettre la moitié de ce que moi je parvenais à mettre tous les mois de côté. Et le chemin faisant, j'ai commencé à négocier mon salaire. Je suis passé à 2 000, 2 200, 2 500, 3 000, 3 200, toujours dans la résidence étudiante. Je suis resté dans cette résidence-là quasiment 5 ans. Quasiment 5 ans. Ceci m'a permis donc de pouvoir bâtir un gros patrimoine financier. Imagine juste quelqu'un qui met tous les mois entre 1 500 et parfois même 2 000 euros. Parce que quand j'ai commencé à toucher plus de 3 000 euros, il arrivait des mois où je mettais plus de 2 000 euros de côté. Et donc, ceci m'a permis réellement de bâtir un vrai patrimoine colossal. Une autre étape de ma vie est arrivée, très importante, mon mariage. Et quand j'ai rencontré mon épouse, la question s'est posée du déménagement. Je me suis rendu compte qu'on avait un loyer de 300 à 400 euros quand on habitait si j'habitais dans la petite chambre, mais que à 2, bien évidemment, il n'y avait plus de place pour nous. Là, il fallait chercher un logement ailleurs. On a essayé de trouver un logement social qui nous permettrait d'avoir un tarif un peu plus bas que le prix du marché. On n'en a pas trouvé. Donc, du coup, on s'est résigné à aller dans le privé. Jusque dans le privé, quand on voulait trouver quelque chose de potable, on était tout de suite autour de 800 euros, 900 euros, mais avant même 1 000 euros.
Donc, on s'est dit, OK, c'est un peu cher quand même pour quelqu'un qui payait 300 à 400 euros. Arriver tout de suite à 1000 euros, ça paraissait quand même énorme. D'autant plus qu'à cette époque-là, mon épouse était en fin d'études. Donc, finalement, on n'avait qu'un seul véritable revenu qui était le mien, si ce n'est bien évidemment celui qu'elle pouvait avoir avec ses stages. Figure-toi que quand on quitte donc de cette étape-là, on cherche des appartements partout, on n'en trouve pas du tout. À tel point que quand on était à 2 mois de notre mariage, on n'en avait toujours pas trouvé. Et donc, du coup, à un moment donné, on s'est dit, on va arrêter de se stresser avec ça. Parce qu'il faut à tout prix qu'on trouve un appartement. On va habiter dans la chambre, on va se préparer, on va se focaliser sur le mariage. Et une fois on se sera marié, on va se focaliser désormais pour trouver un appartement qui nous convienne dans notre budget. Quitte à reculer un tout petit peu. Donc elle était d'accord avec moi dans ce principe-là. Il se trouve que pratiquement un mois avant le mariage, on a reçu un coup de fil de la mairie et nous disant qu'ils avaient un appartement qui se libérait. On allait visiter et bingo, c'était un appartement qui convenait à ce que l'on voulait en réalité. Très bonne nouvelle, il nous revenait à 300, je crois, 350 euros, quelque chose comme ça, sans les charges derrière. Donc il nous revenait quasiment encore un peu moins cher que ma chambre d'étudiant, pourtant il était plus de 2 fois plus grand. Donc c'était juste génial. On a donc aménagé là-dedans et pareil, le même cycle a recommencé. Les copains ont recommencé à dire « Ouais, mais toi, tu allais habiter dans un HLM, c'est pas sérieux, tu aurais dû aller habiter dans un appartement de standing, franchement, tu n'as pas respecté ta femme, ce genre de trucs, quoi. » Ok, très bien. Je précise juste que quand je l'ai rencontré, j'avais une voiture. J'avais acheté ma voiture parce que justement, je voulais me faire plaisir. Et donc, en achetant la voiture, je me suis rendu compte que la voiture me coûtait tellement d'argent. C'était une voiture d'occasion, mais qui me coûtait tellement d'argent entre le carburant, les pannes, parce qu'elle était vieille, donc elle tombait parfois en panne, les assurances et autres. J'ai fini par me dire, en fait, ce n'était pas une bonne équation. Qu'est-ce que je vais faire de cette voiture? C'est devenu un boulet. J'ai décidé de l'offrir à un ami, cadeau, pas de vente, cadeau pour qu'il puisse lui-même en bénéficier. Mais pour que tu comprennes bien la mentalité, en fait, que j'ai commencé à développer. Et puis, à un moment donné, à force d'entendre les potes se moquer de moi, mais en voyant ce qu'il y avait dans mon compte en banque, j'ai fini par me dire non. En fait, c'est moi qui suis sur le bon chemin. Les résultats me donnent raison. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais les résultats me donnent raison. Et puis, quand je voyais comment est-ce qu'ils pouvaient être parfois eux-mêmes en difficulté sur de petites sommes, quand on parle de 5 000 euros, 10 000 euros, des gens qui travaillent depuis 4-5 ans se retrouvent bloqués, je me disais, mais c'est pas possible. Ce sont des sommes qui, pour moi, ne représentent pas du tout un effort aujourd'hui. Mais pour eux, c'était juste waouh, quoi. Donc, bref. J'ai continué donc de vivre comme ça, hein, très sobrement avec mon épouse. On a occupé notre appartement. Et puis, quelques temps après, notre premier enfant est arrivé. Et là, c'était la catastrophe. Tout le monde quasiment s'est levé pour nous dire non, non, là, franchement, c'est pas sérieux. Vous devez déménager. Même la famille, vous devez déménager. Vous devez déménager. Vous devez prendre un appartement plus grand. Vous ne pouvez pas avoir un enfant et vivre dans un appartement avec une chambre. Je leur disais, mais attendez un peu. Moi, je connais plein de personnes à Paris qui sont dans un tout petit appartement. Ils vivent là-dedans, père, mère, enfant. Au nom de quoi est-ce qu'on ne peut pas vivre avec un petit enfant dans un appartement? On cherche quelque chose de différent, de plus grand, mais c'est d'après nos projets, d'après notre planning, quand on ira vers quelque chose de plus grand. Donc du coup, on a commencé à chercher, on a trouvé une maison qu'on allait acheter, notamment celle-ci. Mais bien évidemment, on s'est dit, pendant que l'enfant est petit, il veut dire un enfant petit n'a pas besoin d'espace. Il peut dormir avec nous dans la chambre et c'est ce qu'on a fait en réalité. On a gardé l'enfant avec nous dans la chambre jusqu'à ce qu'il ait quasiment 1 an. Et à ce moment-là, bien évidemment, le projet dans lequel on est maintenant était en construction et il a pris du retard. Et donc, bien évidemment, quand il a pris du retard, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Parce que quelques temps après, mon épouse est encore tombée enceinte de notre deuxième enfant. Et là, c'était la catastrophe. Ouais, non, tu maltraites la fille d'autrui. Franchement, tu étais trop chiche, tu es trop dur, ainsi de suite. La même pression populaire est revenue encore. Chaque fois. Elle était toujours là. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un, il souriait, ainsi de suite. Bon, moi, je suis assez discret finalement sur ce que je fais. Il n'y a que YouTube qui a permis finalement à beaucoup de gens de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Mais bon, quoi qu'il en soit. Donc, moi, je ne communiquais pas du tout sur ce qu'on faisait, nos projets, notre vision. Je n'ai pas besoin de communiquer ça. Si tu veux te moquer, tu te moques. Les résultats nous diront à la fin qui avait raison. Et donc, voilà comment est-ce qu'on a décidé plus tard, donc effectivement, quand le projet de la construction s'est terminé, de venir aménager dans la maison qu'on avait prise parce qu'elle-même, elle rentre dans un planning, dans un projet parce que c'est temporaire. On va aller plus loin pour faire autre chose encore. Donc, et tout ce temps durant, donc si tu comprends bien, on s'est retrouvé à un niveau là où on payait. Je payais 400 euros. Avec mon épouse, on a commencé à payer même un peu moins de 400 euros. Et ensuite, on a pu épargner suffisamment, mais vraiment suffisamment, pour pouvoir se permettre d'aller prendre une maison dans laquelle on pourrait payer tous les mois une traite à plus de 1 000 euros parce que finalement, elle ne représente plus grand-chose pour notre niveau de vie en termes financiers. Et c'est là le vrai principe en fait. C'est accepter de vivre parfois de manière marginale parce que tu sais là où tu vas. C'est le chemin que les gens qui réussissent prennent. Un chemin dans lequel on peut se moquer,
un chemin dans lequel on peut les critiquer, un chemin dans lequel on peut tout leur dire, mais ils savent où ils vont. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Le problème, c'est que justement, si j'avais suivi le chemin de tous mes potes, je ne serais pas ici. Investir au pays n'existerait pas. La moitié de mes business n'existerait pas. Ce que l'on a pu bâtir aujourd'hui ne serait pas là. D'ailleurs, parce que quand je regarde finalement autour de moi, est-ce que les autres ont fait comme choix? On en est quasiment là. Et c'est ça, en fait, la leçon que j'ai apprise, de me dire, waouh, c'est le regard des autres qui a poussé beaucoup à faire des erreurs de ce genre-là. C'est le regard des autres qui a fait que des gens qui touchaient à peine 3 000 à 4 000 euros en couple soient allés acheter des voitures qui n'étaient pas dignes de leur niveau de vie. C'est le regard des autres qui a poussé d'autres à aller se faire plaisir en ne comprenant pas qu'il fallait remettre à plus tard la satisfaction, la gratification. On est dans une société qui valorise la gratification immédiate. Les gens veulent tout de suite, maintenant, jouir du maximum de choses. Et c'est le piège ultime dans lequel les pauvres tombent. Donc, clairement, cette vidéo, c'est une vidéo pour t'interpeller là-dessus et te dire de vraiment revoir ta vie, revoir tes projets, revoir tes habitudes, parce que tant que tu es dans le mindset de quelqu'un qui veut se réjouir tout de suite, tant que tu es dans le mindset de quelqu'un qui regarde aux autres et veut se mettre au même niveau que les autres, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Tu es immature émotionnellement et tu ne t'enrichiras pas. Clairement, je préfère te le dire tout de suite, quoi. Tu es immature émotionnellement et tu ne t'enrichiras pas. Donc, ce que tu dois d'abord guérir, c'est clairement au niveau émotionnel, afin d'être délivré complètement, ou plus ou moins grandement, parce que complètement, je ne sais pas si on peut en être vraiment délivré complètement, mais au moins grandement de l'opinion des gens, de la vie des gens, de cette notion de validation-là. Et puis que tu te dises non, je vais vivre ma vie à mon rythme, d'après mes choix, pour aller là où je dois construire. Voilà ce que les gens intelligents et les gens qui s'enrichissent font. Ça demande du caractère, ça demande du courage, surtout quand on est jeune, de ne pas aller sur le même chemin que tous les autres jeunes et d'accepter que l'on se moque de nous, que l'on ainsi de suite. C'est très difficile, je suis d'accord, ça demande une force de caractère. Mais tu crois que s'enrichir, si c'était facile, tout le monde ne le ferait pas? Bien sûr que si. C'est parce que c'est difficile que seuls les meilleurs y parviennent. Donc clairement, je te partage cette clé aujourd'hui pour qu'elle te serve véritablement dans ta vie. Décide dès aujourd'hui, si ce n'est pas encore le cas, de devenir quelqu'un qui ne vit plus pour le regard des autres, fût-ce même le regard de ses parents, mais qui vit parce qu'il a un objectif et qu'il veut aller vers cet objectif-là. Voilà ce que je voulais te partager, que j'ai compris, qui m'a aidé, qui continue de m'aider aujourd'hui à vivre sobrement, simplement, pas pour regarder ce que les gens vont penser, mais d'après notre agenda. Où est-ce qu'on est en train d'aller? C'est quoi les prochaines étapes? On les établit et on avance. Le reste du peuple peut penser ce qu'il veut. On s'en tape royalement. Rendez-vous dans quelques années pour voir qui avait raison. Dans la barre de description, dis-moi ce que tu en penses. Puis partage cette vidéo parce que je pense qu'elle peut changer beaucoup de vies. Elle peut même sauver des personnes qui aujourd'hui sont clairement sur un mauvais chemin et qui vont comprendre en réalité où sont leurs erreurs et les changements qu'ils doivent faire dès maintenant. Et puis je te dis à très bientôt.